Hello and welcome to our Twitch talk about Bonjour et bienvenue à Parlons des Popotins sur la navigation des émotions qui surgissent chez les proches aidants. Je suis Chelsea Butler et je suis spécialiste du soutien aux patients pour Cancer Colorectal Canada. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Christine Spock du Gildas Club. Christine est une travailleuse sociale avec 11 ans d'expérience dans le soutien aux personnes touchées par des situations de maladies graves ou de mortalité. Merci beaucoup d'être ici avec nous. Merci Chelsea, c'est super d'être ici. Alors, commençons directement avec les questions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'être un proche aidant? C'est une superbe question. Puis en fait, c'est une grosse question. On pourrait probablement passer 1 heure à parler de qu'est-ce que ça veut dire être un proche aidant. Mais quand moi, je pense à proche aidant, je pense de l'assistance physique, émotionnelle et besoins pratiques d'une autre personne. Alors, si on brise ça un peu. Alors, les choses physiques, c'est par exemple les activités de du jour le jour, comme prendre un bain. Les choses émotionnelles, ça peut être du soutien, de la validation, l'écoute active. Et le pratique, c'est les choses comme prendre des rendez-vous, la gestion de médicaments, coordination avec l'équipe médicale ou les amis, la famille. Beaucoup de solutions de problèmes là-dedans. Et la quantité de travail dépend des circonstances et la nature de la relation, mais une chose que je peux dire pour faire un sommaire ici, c'est que les proches aidants portent différents chapeaux et juste parce qu'on n'est pas en train de prendre soin physiquement de quelqu'un, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas un proche aidant. Chez Gilda à Toronto, on a des gens qui rentrent, ils ont quelqu'un dans leur vie avec un diagnostic de cancer, mais parce qu'ils ne sont pas là physiquement ou ils ne font pas cette assistance physique avec la personne, ils disent, ben, je ne suis pas vraiment proche aidant. Mais si vous donnez du soutien à une personne émotionnelle, physiquement, coordination, vous êtes quand même un proche aidant. J'aime ça. C'est vraiment une belle définition. Merci beaucoup. Alors, c'est quoi la différence entre être un proche aidant, que ce soit pour soi ou un parent ou un frère et sœur, pour ce qui est des émotions qui peuvent en ressortir? Oui, absolument. Puis encore une fois, je pense que il y a des grandes parce que la relation est différente, les émotions vont être différentes. Alors, beaucoup dépend de la personne individuelle qui fait l'aide et la relation à la personne qui reçoit l'aide. Alors, quand on passe aux parents, en tant qu'adulte, si on prend soin des parents, il y a comme un changement des rôles ici. Alors, plusieurs d'entre nous pensent à nos parents comme ceux qui prennent soin de nous, ceux qui nous donnent des conseils. Déjà, même quand on est des adultes, souvent, on va voir nos parents pour avoir du soutien, de la validation. Alors, il y a un changement de rôle ici, et ça peut être un défi pour les gens qui donnent le soin et les gens qui reçoivent le soin. Alors, des fois, une personne qui reçoit des soins de leurs enfants adultes, peut-être qu'ils n'aiment pas se faire dire quoi faire ou on leur donne des conseils ou questionner sur ce qu'ils font. Et ça peut créer de la frustration, du ressentement. De l'autre côté, l'adulte qui donne des soins peut aussi être frustré s'ils sentent comme s'ils sont pas appréciés ou on n'écoute pas à leurs conseils. Alors, vous savez, quand on regarde les soins vers un partenaire, par contre, là, ça dépend vraiment sur la relation. Et beaucoup de partenaires parlent, vous savez, c'est une expression d'amour, mais d'autres peuvent y voir des défis quand on prend soin d'un partenaire parce que ça, c'est la personne qu'on va voir pour avoir du soutien de la validation. Et là, ils se sentent un peu isolés. Ils se sentent comme, ben moi, je peux pas aller voir à cette personne-là pour leur dire qu'on est frustré ou fâché parce que la personne qui reçoit les soins ont leurs propres difficultés. Alors ça peut être un défi. Et là, pour ce qui est des frères et sœurs, ça dépend vraiment sur la relation. Ça peut être tout ce que je viens de discuter, en fait. Et je pense que les frères et sœurs, généralement, ben pas généralement, mais souvent, ils sont pas dans cette relation de proche aidant. Alors, ça peut être un peu de l'inconnu avec les frères et sœurs. Oui, ça sonne comme ça peut être stressant, puis ça, c'est ma prochaine question. Naturellement, la recherche, 15% des femelles, 10% des mâles ont du stress quand ils donnent des soins en tant que proche aidant. Avez-vous des conseils? Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez?
Oui, je pense que dans notre expérience chez Gilda à Toronto, c'est qu'on trouve que le pourcentage des procédants qui rapportent du stress est beaucoup plus haut que ça. Notre recherche a montré qu'à peu près 50% des procédants ont des sentiments de perte de contrôle sur leur propre vie et à peu près la moitié ont plus d'anxiété que la moyenne. Oui, et en fait, c'est ce que nous, on a vu aussi. Aussi, à peu près 20% des procédants ont une expérience de dépression qui est en fait le double de la population normale. C'est quoi les signes de dépression que les procédants peuvent trouver? Encore une fois, il faut catégoriser ici. Alors, si on peut regarder physique, émotionnel et cognitif pour ce qui est du stress et de la dépression. Alors, des choses comme, quand on parle de physique, des choses comme des douleurs musculaires, de l'insomnie, des maux de tête et aussi un changement d'appétit. Ça peut être une augmentation dans l'appétit ou juste le sentiment de ne pas vouloir manger. Émotionnel, alors pour ce qui est du stress, des fois les proches aidants vont rapporter des émotions qu'ils n'avaient pas avant. Euh, alors, j'ai des gens qui m'ont dit, oh, je suis une personne très patiente normalement, et là, je suis proche aidante et je suis vraiment très impatiente ou irritable. Alors, des nouvelles émotions. Et aussi, on peut avoir de la difficulté à réguler les émotions, surtout devenir fâché ou l'augmentation d'utilisation de substances, de l'alcool ou cannabis, par exemple. Et cognitif, des changements cognitifs, des choses à voir. Alors, difficulté à prendre des décisions ou procéder sur de l'information. Alors, ça, c'est le stress, mais aussi des signes de dépression. C'est tous des drapeaux rouges. Mais en plus de ça, des sentiments d'être triste ou ne pas avoir de plaisir dans les choses qu'on avait du plaisir à faire avant. Ça, c'est des gros signes de dépression. Merci. Est-ce qu'il y a des façons de prévenir la dépression à travers le processus? Ça, c'est une excellente question. Je suis pas sûr si on peut vraiment prévenir la dépression, mais je pense qu'il y a des façons qu'on peut s'aider pendant qu'on donne des soins. Des choses comme le self-care, le soin à soi, ou en parler. Ça peut être formel ou informel. Appeler un ami ou être plus formel comme de la thérapie, du soutien, de la distraction, ça peut être très utile pour mitiger le stress et la dépression. J'ai eu un membre qui est venu me voir et elle avait un diagnostic de cancer, puis elle parlait elle avait beaucoup d'incertitudes, de stress, alors elle a commencé à travailler sur des Legos. Et, et je trouvais que c'était vraiment intéressant comme stratégie parce que ça demandait une certaine quantité de focus, de concentration qui la distrayait du stress, mais c'était pas un immense projet. Elle pouvait y aller, travailler un peu dessus quand elle avait du temps. Alors, j'ai toujours dit ne jamais sous-estimer le pouvoir de la distraction. Ça peut être une vraiment bonne stratégie pour le stress et l'anxiété, la dépression. Demander pour de l'aide. Je sais pour certaines personnes, ça peut être un gros défi, mais reconnaître qu'on a tous des limites. Alors, aller poser des questions, demander pour de l'aide, faire des tâches. Vous pouvez penser de choses comme un peu de répit pour de la personne de qui vous prenez soin. Ça peut vous réénergiser, prendre une pause, euh, avoir de l'exercice si c'est possible. Et naturellement, voyez la nourriture comme quelque chose de le plus santé possible. Oui, merci. Et comment est-ce qu'un proche aidant pourrait communiquer avec vous s'ils sont déprimés ou stressés? C'est quoi les professionnels qui peuvent les aider? Je suggère toujours que si les gens se sentent déprimés ou ils ont autre chose comme beaucoup de stress ou burn-out, toujours commencez avec votre généraliste, votre médecin de famille. Ils vous connaissent, sont bien connectés dans la communauté. Ils peuvent évaluer comment vous allez puis vous faire des recommandations sur qu'est-ce qui va vous soutenir de la meilleure façon possible. L'autre chose que les gens peuvent faire, c'est aller à l'équipe de traitement de la personne duquel vous prenez soin. Alors, il peut avoir des travailleurs sociaux,
des infirmières, ils peuvent vous connecter avec d'autres personnes, d'autres professionnels, psychologues, psychiatres, euh, thérapeutes, et aussi, dépendamment où la personne est traitée, peut-être qu'ils ont des programmes au centre médical ou des fois, ils ont des programmes éducationnels pour les proches aidants, des choses comme la méditation et la pleine conscience qu'on offre chez Gilda, mais d'autres hôpitaux pourraient avoir d'autres programmes. Alors, ça vaut toujours la peine de connecter avec l'équipe de soins et aussi regarder des soins de répit. Ça peut être très aidant pendant ces situations-là. Oui, super. Euh, alors, certains proches aidants ont mentionné sentir fâchés, mais ils peuvent pas exprimer cette émotion-là parce qu'ils ont honte. Puis on a entendu aussi de d'autres qu'il y a une façon. Oui, en fait, je pense que c'est une émotion très commune. Quand quelqu'un est fâché pendant qu'il donne des soins, puis dans notre société, on n'est pas très confortable avec cette émotion-là. Et il y a des émotions qui, tu sais, j'ai pas le droit d'être fâché ou j'ai honte d'être fâché parce que je suis en train de leur donner des soins pendant une période très difficile de leur vie et j'ai honte de parler de ça. Et c'est juste de le valider. C'est vraiment très normal quand on donne des soins et du soutien. Comme j'ai mentionné avant, en parler. Des fois, juste en parler à quelqu'un d'autre. Oui, je suis un proche aidant et je peux être fâché. Je suis pas isolé, c'est normal, je suis pas le seul. Des choses comme l'exercice, une distraction, comme j'ai mentionné, avoir un changement de scène quand vous êtes fâché, ça peut vous aider à mitiger. Réduire le stress, puis je sais que ça peut être très difficile pour les proches aidants de réduire leur stress, mais juste voir c'est quoi les choses qui trouvent qui sont les plus stressantes, qui sont des déclencheurs, et essayer de mitiger ça. Un des trucs, une des stratégies qu'on suggère aux proches aidants chez Gilda, quand ils parlent du fait qu'ils se sentent fâchés, c'est de vraiment arrêter dans le moment. C'est vraiment pratique comme suggestion. Arrêtez-vous quand vous vous sentez fâché. Prenez une pause, prendre une respiration avant de réagir. Et rappelez-vous de ça. Même s'il faut s'enlever de la situation, si vous aidez quelqu'un, ils ne veulent pas prendre leur médicament, puis vous êtes fâché, puis vous avez envie de leur crier, il faut prendre votre médicament. Prenez une respiration, partez. Vous pouvez toujours dire à la personne, OK, je vais revenir, puis on peut en parler. Mais maintenant, j'ai beaucoup d'émotions. Je suis fâché, là. Je vais prendre une pause, puis vous faites revenir à la conversation. D'autres personnes ont partagé comme avoir quelque chose de physique ou ressortir. Alors, par exemple, crier, courir. Les gens ont acheté un punching bag, puis sont fâchés, ils donnent des coups de poing au sac. Juste avoir une sortie pour ces émotions-là, de façon, correcte. Oui, on a aussi, on a entendu des gens dire que c'est une émotion secondaire. Vous êtes triste pour quelqu'un, mais est-ce que c'est vrai ça? Oui, je pense que ça peut être exprimé de différentes façons, puis je pense aussi l'interprétation où on pense de la situation, puis juste l'identifier, c'est vraiment important. Oui, on a aussi des proches aidants qui ont partagé qu'on a peur de ce qui s'en vient, que le cancer va revenir ou s'empirer. Dans votre expérience, est-ce qu'il y a des stratégies pour aider avec cette peur? Oui, je pense que ça va avec l'idée de perte de contrôle ou qu'il y a comme un sentiment d'incertitude pour l'avenir. C'est une expérience très courante. Les gens ont passé à travers un diagnostic de cancer, un traitement et peur de récurrence, peur de l'avenir. C'est vraiment quelque chose de normal pour ce processus-là. Je pense que c'est vraiment une question de regarder les choses qu'on peut contrôler et les choses qu'on ne peut pas contrôler dans ces situations-là. Les choses qu'on peut contrôler, ce sont aller à vos rendez-vous médicaux, communiquer avec l'équipe de soins, en parler. Encore, je viens de revenir à... Mais en parler, c'est vraiment important comme stratégie. Et juste pour normaliser le sentiment,
Puis je pense que ça va pas disparaître de façon magique, mais si on met moins de concentration là-dessus, ou si on met le focus sur le maintenant, si vous avez fini votre traitement, fini le traitement cancer, j'ai pas de récurrence, qu'est-ce que je peux faire pour rester dans le moment présent? Alors, quelque chose comme la pleine conscience, ça peut être vraiment utile pour mitiger ces peurs de récurrence ou peurs de l'avenir incertain. Est-ce que vous pouvez partager plus d'informations sur la pleine conscience comme des techniques qui peuvent essayer immédiatement? Oui, bien sûr. Alors, vous pouvez certainement regarder pour des organisations locales qui donnent de la pleine conscience, mais il y a beaucoup d'applications sur le téléphone qui vont vous amener à des pratiques de pleine conscience, mais des choses générales, c'est... Alors, on peut, on peut évaluer la pleine conscience avec la méditation, mais ils vont pas toujours ensemble. Faut pas toujours s'asseoir 60 minutes et méditer pour avoir les bienfaits de la pleine conscience. Alors, la pleine conscience, vous pouvez retrouver ça dans plein endroits dans votre vie. Et un exemple que j'aime donner, c'est que moi, j'aime le café, j'adore le café. Et des fois, dans mon matin, je suis stressé, je vais très rapidement avoir mon café puis aller travailler. Mais vous pouvez pratiquer la pleine conscience avec n'importe quoi, comme une tasse de café, quelque chose que vous aimez beaucoup. Puis ça, c'est juste prendre le temps, euh, se concentrer sur le moment. Et moi, c'est le café, je regarde le café. Je ressens l'arôme. Je sens la chaleur de la tasse. Je le goûte. Peut-être je vais trouver ma tasse préférée et j'aime trouver un bel endroit pour boire. C'est petit, mais ça nous aide à concentrer sur les choses qu'on manque peut-être dans le moment présent parce qu'on pense, on a, tu sais, on a notre tête à l'avenir. Alors ça peut être une douche ou un bain et juste vraiment se concentrer sur les sentiments ou sur le ressenti, la chaleur de l'eau. Alors, on peut appliquer ça à différents endroits de notre vie. Ça n'a pas besoin d'être 60 minutes, 7 jours par semaine pour avoir les bienfaits de la pleine conscience. C'est juste vraiment concentré sur le moment présent. J'adore ça. J'ai tout ressenti juste en l'écoutant. Euh, alors, pour quand on perd quelqu'un, beaucoup de proches aidants ont partagé qu'en fait, ils sont obligés de faire le deuil de leur personne, de leur identité. Alors, comment est-ce que quelqu'un peut aider à naviguer ça? Oui, je pense qu'il y a plusieurs choses auxquelles il faut parler ici. Alors, la perte de contrôle, c'est quelque chose qu'on discute beaucoup avec nos membres. Je pense que c'est très aidant de se concentrer sur les choses sur lesquelles on peut avoir un contrôle. Alors peut-être faire une liste. Alors voici toutes les choses que je peux contrôler dans mes responsabilités. Alors laisser aller des choses qu'on ne peut pas contrôler. Puis je pense que nos cerveaux sont un peu faits pour se concentrer sur les choses négatives ou les choses qu'on ne peut pas contrôler. Alors, il faut vraiment le regarder d'une perspective de c'est quoi les choses que je peux contrôler. Est-ce que je peux avoir de l'aide? Est-ce que je peux contrôler quand les rendez-vous sont, quand les appels sont? Et avoir un sens de contrôle sur ce qu'on peut faire dans le maintenant pour réduire le stress quand les choses sont un peu comme hors de contrôle. Pour ce qui est de la perte d'identité, je pense qu'encore une fois, on demande à nos proches aidants, on leur demande beaucoup, encore une fois, dépendamment de la relation, la situation, il peut avoir différents degrés de cette perte d'identité. Alors, par exemple, quelqu'un qui a dû prendre un congé du travail pour aider quelqu'un. Peut-être ils ont dû abandonner, pas des relations, mais moins de temps donné à d'autres relations ou mettre de côté certains hobbies ou intérêts qu'ils ont. Et ça peut... Toutes ces choses-là peuvent, peuvent faire en sorte qu'on perd notre identité d'une certaine façon. Alors, une solution qu'on essaierait de donner, c'est est-ce qu'il y a des façons de modifier ou trouver le temps de se dévouer aux choses importantes et vraiment, ça retourne à tu sais, comme par exemple avoir de l'aide si on peut. En fait, la clé ici, c'est la flexibilité. Alors, c'est quoi les choses qui sont importantes pour moi, pour mon identité? Par exemple,
J'adore chanter. Si vous êtes un chanteur, vous chantez dans un chœur 3 fois par semaine, mais là, à cause de vos responsabilités, vous ne pouvez pas le faire. Est-ce qu'il y a d'autres façons que vous pourriez remplir ce besoin-là? Est-ce que vous pouvez chanter à la maison? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose en ligne? Est-ce qu'il y a une autre façon que vous pouvez connecter à cette partie de votre vie qui est importante pour vous, mais peut-être pas autant? Tu sais, basé sur vos circonstances, je pense ici la clé, c'est la flexibilité et voir les priorités, c'est quoi les choses les plus importantes pour votre identité et connecter à ça d'une façon qui remplit les circonstances auxquelles vous faites face. Oui, voir les choses qui vous donnaient de la joie avant et comment on les rend dans notre vie maintenant que vous êtes un proche aidant. Oui, exactement. OK, ça fait du sens. Et beaucoup, les proches aidants parlent de honte quand ils prennent du temps pour eux-mêmes ou quand ils demandent pour de l'aide. Et ça a l'air courant. Est-ce qu'il y a une façon qu'on peut passer à travers ça? Oui, définitivement. Et encore une fois, très courant. J'entends beaucoup ça. Comment est-ce que je peux penser à faire quelque chose pour moi quand j'ai cette personne dans ma vie, puis, tu sais, ils ont un diagnostic de cancer, puis eux, ils sont en train de stresser, puis ils passent à travers ces choses-là. Et plusieurs personnes ont entendu ça, comme l'analogie du masque à oxygène. Si vous êtes sur l'avion, il faut mettre le masque à oxygène sur soi avant de le mettre sur quelqu'un d'autre. Puis il y a quelqu'un que j'ai rencontré et elle m'avait dit, j'ai entendu cette analogie-là, puis c'est la chose la plus ridicule parce que je n'ai pas le temps de mettre le masque à oxygène sur moi-même. Je suis tellement occupé avec mes responsabilités que je ne peux pas penser à moi-même. Et si je prends du temps pour moi-même, je me sens honteuse que je prends du temps pour moi et pas quelqu'un d'autre. Alors, même façon, quand on a parlé d'identité, il faut trouver le temps. Je pense que la clé ici, c'est d'adapter et trouver les façons de trouver un peu de temps pour faire du soin pour soi-même. Tu sais, les gens, quand ils pensent du self-care ou de l'auto-soin, c'est comme une journée au spa ou un 5 km de marche. C'est comme ça que je prends soin de moi. Alors, est-ce qu'on peut regarder les choses que vous trouvez sont réénergisantes pour vous ou qui vous amènent du confort ou qui vous aident à gérer vos émotions quand vous êtes stressé et peut-être les réduire pour qu'ils puissent rentrer dans vos responsabilités en tant que proche aidant. Et un exemple, c'est que je travaillais avec une famille qui avait un membre qui était très malade. Et la fille adulte est comme redéménagée avec ses parents pour en prendre soin. Puis elle me parlait comment elle adorait aller marcher. Puis ça, c'était sa façon de mitiger le stress et de faire du self-care. Mais elle voulait pas laisser les parents seuls parce qu'ils étaient tellement malades. Puis elle avait ces sentiments de honte. Et elle méritait pas d'aller marcher. Alors, on a fait une stratégie. Alors, peut-être que vous n'êtes pas capable de partir pour une marche pendant 1 heure, mais pouvez-vous aller prendre une marche pendant que ton père est en train de dormir? Ou est-ce qu'un voisin peut s'asseoir avec eux pendant 20 minutes pendant que tu vas prendre une marche de 20 minutes? Est-ce qu'il y a d'autres stratégies? Tu sais, dans le pire des cas, est-ce que vous pouvez aller dehors, respirer, voir le soleil? C'est pas une marche, mais c'est quelque chose. Alors, la clé ici, c'est la flexibilité, l'adaptation et parler aux autres proches aidants. Comment est-ce qu'eux gèrent ça? Comment est-ce qu'eux gèrent cette isolation ou cette honte? Tu sais, c'est un peu comme parler à soi-même, mais sachant que d'autres personnes ressentent ces choses-là, ça peut aider. Oui, super. On avait aussi un ex-proche aidant à qui je parlais et eux disent qu'ils ont encore la difficulté avec les émotions, la perte d'identité, même si ça fait des mois qu'ils sont plus des proches aidants. Avez-vous vu ça dans votre expérience et comment est-ce qu'un proche aidant ou un ex-proche aidant peuvent gérer toutes ces émotions-là après? C'est une excellente question. Puis je pense beaucoup du temps quand on est dans le milieu de ces situations-là, quand on est proche aidant et on n'a pas vraiment le temps de passer à travers nos émotions. Et des fois, ça nous frappe pas avant quelques mois plus tard. Alors la chose importante, c'est comme j'ai suggéré avant, c'est
trouver une sortie pour procéder à travers cette expérience-là. Qu'est-ce qui marche pour vous? Certaines personnes aiment faire un journal. Ils aiment se joindre à un cours plus formel de journal où ils peuvent vraiment discuter de leurs émotions puis les écrire et toujours connecter et discuter avec d'autres, se joindre à un groupe de soutien. Un thérapeute, ça peut aider si on sent qu'on a vraiment de la difficulté. Juste vraiment prendre le temps et le soin et être juste gentil envers soi-même. Peut-être ça va prendre du temps. Et il faut passer à travers. Puis dans notre culture, on parle beaucoup de passer à travers les choses ou passer à autre chose. Mais se donner le temps et l'opportunité de penser que ça va être plus facile avec le temps, mais ça va prendre du temps. Et connecter avec les autres qui ont eu une expérience similaire, ça peut vraiment normaliser et valider l'expérience. Oui, super. Alors, si les individus veulent savoir c'est quoi les services offerts par Gilda, alors qui est-ce qu'ils appellent ou comment est-ce qu'ils découvrent ce que vous offrez? Oui, très heureux de le faire. Alors, on a un site web très complet. Si vous allez à gildasclubtoronto.org, ça montre tous les services de soutien qu'on a, mais je peux vous donner un survol des différentes catégories. Alors, on offre du soutien de groupe. On a des groupes de toutes sortes de situations, circonstances. On offre aussi un groupe de soutien pour les proches aidants. On a aussi des programmes individuels. On a un programme familial, alors pour les enfants. On a aussi un centre de ressources. Alors, s'il y a quelque chose qu'on n'offre pas chez Gilda, on peut vous connecter à d'autres personnes dans la communauté, d'autres organisations. On a aussi des interactions sociales. Alors, si les gens veulent juste connecter avec des gens dans la communauté, des gens qui ont été impactés par le cancer. Alors, et aussi, on donne aussi des programmes éducationnels et des cours. Et si vous êtes intéressé à en apprendre plus, vous pouvez nous envoyer un courriel à travers le site web, nous appeler. Tous nos programmes sont gratuits. Même si on utilise le terme membre, il n'y a pas de membre, il n'y a pas de frais pour être membre. Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui, Christine. Certains points que j'ai appris aujourd'hui, c'est que c'est très important de prendre soin de soi en plus de prendre soin des autres et d'avoir un système de soutien clé et de se concentrer sur le maintenant et ce que vous pouvez contrôler. Ça, c'est aussi important. Est-ce que c'est ce que vous avez mentionné? Oui, absolument. Puis un sommaire que je donnerais, c'est juste savoir que être proche aidant, c'est un défi, mais ça n'a pas besoin d'être isolant. Il y a du soutien. Il ne faut pas être obligé de le faire tout seul. Super. Magnifique. Et s'il y a des gens qui ont des questions sur le Parlons des Popotins aujourd'hui, s'il vous plaît, envoyez-moi un courriel à support@colorectalcancercanada.com. Merci à tout le monde d'avoir écouté. On espère vous voir plus tard.